Je m'appelle Lucas. J'étais qu'un môme quand tout ça est arrivé, mais le souvenir de cette nuit reste aussi vif que si c'était hier. Parfois, je me demande si je n'ai pas rêvé, si ce n'a pas été une horrible hallucination. Mais je sais ce que j'ai vu cette nuit-là, et ce n'était pas un rêve. Et je sais que si je n'avais pas eu la chance de m'échapper, je serais sans doute l'un des noms qui figurent dans les archives. J'avais seulement 10 ans. Mais je me souviens de chaque détail de ce soir-là, il était tard, beaucoup plus tard que d'habitude. Et je me tenais avec d'autres enfants sans abri, dans ce qui ressemblait à une cabane de fortune, près de l'église de Candelaria, là où on avait l'habitude de dormir, nous, les enfants de la rue. La chaleur de la ville s'était dissipée et la brise nocturne apportait un semblant de répit. Certains d'entre nous s'étaient endormis, épuisés par leur journée. D'autres étaient encore éveillés, à parler à voix basse ou à regarder les voitures qui passaient. La ville de Rio était calme, mais je savais que pour autant ce n'était pas un endroit sûr. Cela faisait des mois que la police patrouillait dans les environs et que des rumeurs circulaient sur des nettoyages de rues, sur des gens qui disparaissaient mystérieusement. Mais cette nuit-là, rien n'indiquait ce qui allait se produire. Aucun bruit annonciateur, pas de signe d'alarme, il faisait sombre. La lumière des réverbères tremblait à peine dans l'air. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette sensation, cette étrange intuition que quelque chose n'allait pas. Une lourdeur dans l'air, un frisson dans ma nuque, je me suis levé pour aller voir un ami, Joao. Mais avant que je ne puisse le réveiller, le bruit est arrivé. Un bruit qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà entendu. Des moteurs, des pneus qui crissaient sur l'asphalte, mais surtout des cris perçants, des voix qui hurlent à l'unisson. Tout a basculé à ce moment-là. Les voitures de police ont surgi de nulle part, leurs phares nous aveuglant instantanément, il n'y avait pas de sirène et pas de sommation, rien. Les portes des véhicules se sont ouvertes avec fracas et des policiers en armes sont descendus. Les visages durs, les yeux froids, ils ne cherchaient pas à arrêter quelqu'un, non. Ils étaient là pour nous faire disparaître, nous effacer, nous, ces enfants de la rue. Je me souviens avoir vu les policiers frapper Joao, l'entendant crier, pleurer alors qu'il essayait de se lever et effrayé. Mais ce qui est gravé dans ma mémoire, ce sont les balles. Je n'ai pas compris tout de suite ce qui se passait. Mais j'ai entendu ce bruit métallique, sec, celui d'un coup de feu. Et puis un autre, et encore un autre, et encore un autre. Et des balles sifflaient tout autour de nous, le chaos. J'ai vu des enfants tomber, les corps frappés sans pitié, et des cris, des pleurs, des appels à l'aide qui se perdaient dans l'atrocité de ce massacre. Certains d'entre nous ont couru aveuglément dans toutes les directions. Mais la panique fait des choses étranges. J'ai couru aussi, sans vraiment savoir où je devais aller, mes pieds me portaient, mes jambes étaient comme paralysées. Mais la terreur me poussait, je n'ai pas vu ce qui est arrivé à tous les autres, mais j'ai entendu. Le massacre a duré un temps qui m'a semblé infini. Des enfants tués dans l'indifférence totale, frappés sans distinction. La scène était indescriptible, voire même inhumaine, inimaginable. Une pluie de balles, une pluie de souffrance. La police, selon les rapports, a laissé derrière elle un carnage. Une scène de guerre urbaine alors qu'ils nettoyaient les rues des indésirables. L'attaque a pris fin aussi brutalement qu'elle avait commencé, mais l'horreur était déjà faite. Je me suis retrouvé dans une ruelle, tremblant, me cachant dans l'ombre, le corps plein de peur. J'ai fermé les yeux, espérant que tout ça finirait par disparaître, que le bruit des balles ne reviendrait pas. Mais quand j'ai rouvert les yeux, tout était silencieux. Il n'y avait plus de cris, plus de sons, rien. Juste la fumée et l'odeur du sang. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là à écouter ce silence, à réaliser. Et quand je suis finalement sorti de ma cachette, la scène qui s'est ouverte devant moi était irréelle. Les corps des enfants étaient là, éparpillés. Certains encore vivants, se tordant de douleur, d'autres étaient morts. Les visages figés dans une expression de terreur, comme si le monde entier avait été englouti dans une nuit sans fin. Des policiers passaient encore, insensibles, comme si rien ne s'était passé. L'un d'entre eux m'a vu, mais il ne m'a pas abordé. Ce n'était qu'un gamin, un de plus. Tout cela faisait partie d'un plan, un plan qu'ils avaient depuis longtemps. La purge des enfants de la rue. J'ai réussi à sortir, avec l'aide d'un homme qui m'a vu fuir et qui a eu la pitié de me cacher. J'ai ressenti la douleur que je ressentirai pour le restant de mes jours. Je ne peux pas oublier ceux qui n'ont pas eu ma chance et ceux qui sont restés là où la nuit les a engloutis. Comme Joao, mon ami,
Ou encore ces petites filles qui avaient trouvé refuge sous le toit en tôle, seules, prises en plein dans les tirs. Certains ont survécu, mais ils ont disparu sans laisser de traces. On les a retrouvés, mais pas comme avant. Ils n'étaient plus les mêmes, leurs yeux ne brillaient plus, ils étaient marqués, brisés et hantés. Le massacre de Candelaria, le 23 juillet 1993, c'est 33 enfants au total qui ont été tués, en plus de ceux qui ont été gravement blessés. Et tout ça dans un silence absolu, avec des autorités qui ont essayé de balayer toute cette histoire sous le tapis. Mais je sais ce que j'ai vu et je ne peux pas l'oublier. Aujourd'hui, je me tiens devant vous et je vous demande de vous souvenir. Souvenez-vous de Candelaria, de la nuit où des innocents ont été sacrifiés dans une guerre que nous n'avons jamais demandée. Je suis né dans l'ombre de la forêt, là où le vent chuchote à travers les arbres comme s'il portait les secrets des ancêtres. Il y a des histoires qui nous hantent, des récits murmurés au détour des sentiers où le souffle du passé résonne encore. Là où l'on se cache dans l'obscurité des forêts pour ne pas être vu. Si vous cherchez à comprendre l'histoire de Quilombo dos Palmares, vous devez d'abord vous plonger dans ces ténèbres. Et je vais vous raconter l'histoire de ce lieu, de ces hommes et de ces femmes qui se sont battus pour leur liberté. Des esclaves évadés, des survivants de la violence, des âmes perdues dans la guerre contre les maîtres. Ils ont créé quelque chose d'incroyable. Un royaume dans la jungle, une forteresse invisible. Ou du moins, ils y ont cru. Le Quilombo dos Palmares n'était pas un simple village, non. C'était un empire qui s'étendait sur les collines et les vallées d'Alagoas, au cœur du Brésil. À l'apogée de sa puissance, il comptait jusqu'à 30 000 habitants. Des fuyards de tout le pays s'étaient retrouvés là, des hommes et des femmes qui avaient tout perdu et qui n'avaient rien à perdre. Ils étaient devenus des fantômes, des spectres dans les terres que les oppresseurs n'osaient approcher. Ils avaient rebâti leur vie dans l'ombre des grands arbres, dans les recoins inaccessibles de la forêt. Mais l'histoire de Quilombo dos Palmares n'est pas une histoire de liberté facile. Elle est tissée de souffrances et de luttes sans fin, de la poursuite d'un rêve d'indépendance qui semblait hors de portée. Palmares était un symbole, un refuge, une promesse d'espoir, mais tout avait un prix. Je me souviens des récits que l'on me racontait. Quand je m'endormais à la lueur du feu, les anciens parlaient de Zumbi. Un homme au regard farouche, un leader qui avait pris les rênes après la mort de son oncle, Ganga Zumba. Zumbi était plus qu'un homme. Il était une légende. Un héros pour les esclaves. Un cauchemar pour les propriétaires terriens. Il avait juré de ne jamais se soumettre à l'autorité des oppresseurs. Son nom résonnait dans la forêt comme un cri de défi. Mais derrière ce nom, il y avait aussi des sacrifices, des trahisons et une vie marquée par la violence. Palmares était ce royaume qui vivait dans la peur constante. L'armée coloniale brésilienne, les seigneurs des plantations avaient lancé des expéditions incessantes pour détruire ce bastion de liberté. Ils avaient soif de vengeance. Et le sang des fugitifs couvrait la terre depuis trop de générations. Mais malgré cela, Palmares résistait. Chaque assaut sur ses remparts était un échec. Chaque bataille menée par Zumbi et ses hommes était une victoire. Ils savaient que pour survivre, il fallait être plus rusé, plus rapide, plus intelligent que leurs ennemis. Les anciens me disaient que Zumbi n'avait jamais eu peur de la mort. C'était un homme qui avait vécu dans la violence toute sa vie, qui avait vu des proches mourir, trahis par ceux en qui il avait le plus confiance. Mais ce qu'on ne disait pas, c'était que même les plus courageux peuvent être brisés. Je me souviens des murmures dans les tentes des guerriers de Palmares, des craintes, des doutes qui se sont glissés entre les conversations, des signes annonciateurs de la fin finalement. Il y a des nuits où la terre tremble sous vos pieds, où vous sentez que l'ombre d'un destin tragique plane au-dessus de vous. Palmares, malgré sa résistance acharnée, allait bientôt tomber. Les ennemis se sont rassemblés en une force impitoyable, décidés à anéantir ce sanctuaire de liberté. Ils ont envoyé des soldats, des mercenaires, des hommes assoiffés de sang. Ils ont assiégé le Quilombo pendant des mois. Et dans la nuit noire, le destin des résistants a basculé. Zumbi a été trahi. Les rumeurs parlent d'un homme, un membre de son propre clan, qui aurait vendu son âme aux colonisateurs. C'est la trahison qui a ouvert la porte de la fin. L'attaque a été violente, les combattants de Palmares ont résisté jusqu'au dernier souffle, mais la fin était inévitable. Zumbi a disparu dans la nuit, comme un fantôme.
Mais certains disent que son esprit erre encore dans la forêt, là où les arbres ont encore la mémoire de ses pas. Quand Palmarès est tombé, c'était comme si le vent avait été soufflé hors de la forêt. Le royaume a été réduit en cendres, ses habitants massacrés ou capturés, emmenés dans les chaînes de l'esclavage qu'ils avaient fui des années auparavant. Mais même si le Quilombo dos Palmarès n'existait plus physiquement, son héritage, lui, est resté. Jusqu'à aujourd'hui. Il est devenu un symbole, une lueur d'espoir pour ceux qui luttaient encore pour leur liberté. Je me tiens ici, sur cette terre où ils ont vécu, respiré et combattu. La forêt autour de moi est silencieuse, comme si elle gardait les secrets de ces guerriers qui ont risqué leur vie pour un rêve de liberté. Mais leur lutte n'a pas été vaine. Le Quilombo dos Palmarès a forgé la résistance. L'esprit d'indépendance qui a traversé les âges et aujourd'hui, encore son histoire résonne dans le cœur de tous ceux qui luttent contre l'injustice. Il y a quelque chose de sacré ici, quelque chose d'indescriptible et d'indestructible surtout. Vous sentez-vous effrayé par l'obscurité de cette forêt ? Par les bruits inconnus que vous entendez et qui vous entourent? C'est la voix des anciens, les murmures du Quilombo qui vivent à travers nous et qui continueront à vivre tant que nous n'oublierons jamais. Je m'appelle Pedro Rodriguez Filho, mais on m'a donné un autre nom. Certains m'appellent Pedrinho Matador, tueur de tueurs, ange de vengeance. D'autres simplement monstre. Ce que je suis réellement, je vous laisserai en juger. Mais si vous voulez comprendre, si vous voulez vraiment savoir, alors écoutez mon histoire. Je suis né le 17 juillet 1954 dans l'état de Minas Gerais, au Brésil. Mais je n'étais pas comme les autres enfants. J'ai vu la lumière du monde pour la première fois avec un crâne fracturé. Mon propre père avait frappé ma mère alors qu'elle était encore enceinte de moi. On dit que les blessures de l'âme commencent tôt. Peut-être que mon destin était scellé même avant ma naissance. Ma première pensée de meurtre m'est venue à 13 ans. Mon père avait été injustement accusé de vol par le maire de l'école où il travaillait comme gardien. Ils l'ont licencié, humilié. Ça m'a rongé de l'intérieur, alors un jour j'ai pris le fusil de mon grand-père, je suis allé à la maison du maire et j'ai tiré. Froidement, méthodiquement. Il est mort sur le coup. Ce fut mon premier meurtre, mais pas le dernier. Quand j'ai fui Minas Gerais, pour me cacher, j'ai trouvé refuge chez des trafiquants de drogue. Là, j'ai découvert le monde de la violence et de la trahison. Les règles étaient brutales, mais j'avais mes propres règles. Je ne tuais pas n'importe qui, je tuais les mauvaises personnes. Ceux qui faisaient du mal, ceux qui détruisaient des vies. C'est ce que je me disais pour justifier le sang sur mes mains. Un jour, j'ai tué mon propre cousin. Il avait volé de la drogue à un cartel et m'avait accusé pour détourner l'attention. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Alors je l'ai tué devant tout le monde. C'était ma façon de dire « je ne tolère pas la trahison ». Ce n'était rien comparé à ce qui allait venir par la suite. Un jour, je suis rentré chez moi et j'ai découvert quelque chose qui a changé ma vie. Et ils avaient tué ma fiancée, des trafiquants, et ils avaient laissé son corps mutilé, un message pour moi. Ce jour-là, j'ai juré que je n'arrêterais jamais. J'ai cherché les responsables, un par un. Je les ai traqués et je les ai tués. Tous, un par un. Pas rapidement, pas proprement, non. Je voulais qu'ils sentent la douleur qu'ils m'avaient infligée. On dit que j'ai tué plus de 100 personnes, mais je ne sais pas si ce chiffre est exact, pour être honnête. Ce que je sais, c'est que la plupart d'entre eux méritaient de mourir. Trafiquants, violeurs, assassins. J'étais leur bourreau. Puis il y a eu mon père. Il avait tué ma mère à coups de machette, 21 coups pour être précis. Quand j'ai appris ce qu'il avait fait, je suis allé en prison pour le voir. Oui, même lui. J'avais des comptes à régler. Je l'ai confronté et il n'a rien dit. Alors, je l'ai tué. Je me suis pas arrêté là, j'ai découpé son cœur et je l'ai mangé. Pourquoi? Vous me demandez pourquoi? Peut-être pour le priver de son âme, ou peut-être parce que la rage était trop grande. Tout ce que je sais, c'est que ce jour-là, j'ai pensé que la justice avait été faite. La prison n'a pas changé grand-chose pour moi. Quand ils m'ont arrêté, j'ai continué à tuer, mais seulement ceux qui le méritaient, toujours selon mon propre code, mes propres règles.
Je me souviens de ce gang qui torturait un autre détenu. Je suis intervenu. Quand ils ont voulu s'en prendre à moi, j'ai tué 3 d'entre eux. Dans cette jungle qu'est la prison, j'étais une sorte de roi. On me respectait, on me craignait. Mais au fond, je savais que j'étais seul. Un homme avec un vide que rien ne pouvait combler. Aujourd'hui, je suis libre. Oui, libre. Après des décennies derrière les barreaux, ils m'ont relâché. Certains disent que j'ai changé et que je suis devenu un homme différent. Peut-être. Mais les fantômes de mes actes ne me quitteront jamais. Chaque visage, chaque cri, chaque instant de ces vies que j'ai prises reste gravé dans ma mémoire. Alors, qui suis-je vraiment? Un héros? Un monstre? Un juge autoproclamé? Je peux pas vous répondre. Je ne cherche pas le pardon ni la compréhension. Je suis simplement Pedro Rodriguez Filho, un homme façonné par la violence et peut-être condamné à elle. Et vous? Qu'auriez-vous fait si vous aviez grandi dans mon monde? Je n'oublierai jamais ce moment, celui où j'ai posé les pieds sur la terre de Serra Pelada, un endroit que l'on entendait murmurer dans les bars, dans les ruelles sombres, dans chaque recoin de la ville. On disait que les mines étaient infinies ici, qu'elles étaient pleines d'or, mais aussi d'une malédiction qui se cachait dans l'ombre, prête à engloutir ceux qui osaient s'y aventurer. Mais moi, je n'avais rien. Pas de famille, pas de travail, juste une soif insatiable de richesse, comme beaucoup d'autres qui se sont retrouvés là-bas finalement. C'était en 1980. J'étais jeune, naïf, et cette promesse d'or était une tentation irrésistible. Quand je suis arrivé, la première chose qui m'a frappé, c'était la chaleur, étouffante. Un sol sec recouvert de poussière rouge où des milliers d'hommes s'agitaient comme des fourmis avec leurs pelles, leurs seaux, leurs rêves brisés. Ou peut-être encore intacts, qui sait. Les rumeurs sur le lieu se mêlaient à l'odeur de la sueur et de la terre. L'or n'est pas tout, me disait-on. Mais je les croyais pas vraiment. C'était là pour faire fortune, point. Et pourquoi eux seraient là, si ce n'était pas le cas? Il faut savoir que Serra Pelada, à son apogée, c'était une véritable ville clandestine. Plus de 50 000 hommes, tous entassés sur un terrain exigu, vivaient dans des conditions insupportables, creusant jour et nuit dans l'espoir de trouver la moindre pépite d'or, de découvrir quelque chose qui pourrait leur permettre de changer de vie. Mais cette promesse d'enrichissement rapide s'accompagnait d'un coup terrible. Le lieu était maudit, c'était ce que certains disaient, mais je ne voulais pas y croire. L'or aveugle les hommes. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que cet aveuglement avait aussi une autre conséquence. Une conséquence bien plus noire. Les premiers jours, tout allait bien. On creusait, on transpirait sous ce soleil de plomb, le bruit incessant des pelles frappant la terre et des seaux se heurtant les uns contre les autres créait une mélodie étrange, une sorte de danse macabre. Mais quelque chose dans l'air était différent. Je ne pouvais pas mettre le doigt dessus, peut-être l'odeur de la peur qui flottait sur la mine ou la tension palpable entre les hommes. Beaucoup étaient venus chercher l'or, mais certains venaient fuir quelque chose. Ceux-là, je les voyais, ils traînaient dans les coins sombres, murmurant à voix basse comme s'ils savaient quelque chose que les autres ignoraient. Et puis un jour, tout a changé. Je me rappelle de la nuit où l'on a entendu des bruits étranges venant du fond de la mine et ce n'était pas le cri d'un homme tombé ou d'un accident, non. C'était autre chose, un grognement sourd, une vibration comme si la terre elle-même était en train de s'éveiller. Les gars ont commencé à chuchoter, à se regarder nerveusement, les visages marqués par l'épuisement et l'incertitude. Ce n'était pas la fatigue qui leur faisait avoir ces yeux effrayés. C'était autre chose. J'étais encore trop jeune pour comprendre, mais je sentais déjà qu'il se passait quelque chose de presque surnaturel. On disait que l'or était maudit, que les anciens l'avaient averti. Mais moi, je pensais à l'or et à l'argent. Les rumeurs circulaient sur des malades, des hommes qui disparaissaient dans les entrailles de la terre, des cris entendus tard la nuit. Mais encore une fois, ce n'était que des histoires et des légendes. Moi, plus je creusais, plus le sol devenait lourd, plus l'atmosphère se faisait oppressante. Et les jours suivants, les accidents ont commencé à se multiplier. Un ouvrier, un vieil homme que j'avais plusieurs fois vu près de ma cabane, est tombé dans un trou. C'était un accident bien sûr, mais le plus étrange, c'est que personne ne l'a vraiment retrouvé. Et en cherchant pendant des heures, on n'a rien trouvé. À la place, on a retrouvé un autre corps, les yeux grands ouverts, un regard figé, comme s'il avait vu l'enfer. Mais le corps que l'on cherchait de base, lui, avait disparu, comme s'il s'était évaporé dans le vide.
Le corps déformé de l'autre homme qu'on a retrouvé ressemblait à celui d'un homme qui avait été exposé trop longtemps à une chaleur extrême. Il n'y avait pas de brûlure, mais il avait l'air d'avoir été vidé de sa vie, comme si l'or lui avait pris quelque chose d'indicible. Et puis la rumeur est devenue plus insistante. Les esprits des anciens travailleurs morts hantaient le site, du moins c'est ce qu'on entendait. J'ai vu de mes propres yeux des choses étranges, je vous avoue. Un jour, alors que je travaillais dans un puits de plus en plus profond, j'ai cru apercevoir des formes mouvantes dans l'obscurité, des ombres qui semblaient observer, des visages déformés et horribles. Et quand je tournais la tête, elles disparaissaient instantanément. Ces visions, ces bruits, ces âmes perdues peut-être, étaient comme si la terre elle-même nous avertissait. Les tensions sont alors montées. Les hommes se sont battus pour de toutes petites quantités d'or. Les vols sont devenus monnaie courante et il y avait des histoires de meurtres, de gens qui disparaissent sans laisser de traces. Il n'y avait jamais de preuves, rien. C'était juste comme si tout cela avait été englouti dans les entrailles de la terre, emporté par le désir de richesse qui avait dévoré l'âme des mineurs. J'ai vu des gens sombrer, perdre leur raison, leurs rêves et devenir des ombres errantes. Et moi, je suis resté là à creuser, à croire que je pouvais échapper à cette malédiction. Mais au fond de moi, je savais que je n'y arriverais pas, parce qu'on ne s'échappe pas de Serra Pelada. La dernière nuit où je suis resté là-bas, j'ai entendu des bruits, des voix. Des voix qui m'appelaient, chuchotant mon nom. Quand je suis sorti pour voir d'où elles venaient, il n'y avait rien. Juste la nuit noire et l'air lourd de la terre. C'est là que j'ai décidé de partir. J'ai fui sans me retourner et je suis revenu à la civilisation. Mais le souvenir de ce lieu, ce que j'y ai vu, ne m'a jamais quitté. Le mal qui s'est abattu sur Serra Pelada, cet or maudit, ces disparitions, tout ça reste ancré dans cette terre. On dit que les mines ont été abandonnées, mais j'en suis sûr. Il reste quelque chose là-bas, une malédiction. Une malédiction qui continue de hanter tous ceux qui osent encore y chercher ce qui n'a jamais été destiné à être trouvé. Et moi, je n'ai jamais cru que l'or pourrait tout acheter. Parce qu'à Serra Pelada, l'or ne vous fait pas riche, il vous fait disparaître. Il y a des endroits sur cette terre, des lieux où le temps semble s'arrêter, où les ombres cachent des secrets trop anciens pour être révélés. L'Amazonie est l'un de ces endroits, une terre à la fois d'une beauté sauvage et d'un mystère insondable. Ce n'est pas juste une forêt dense et interminable, c'est un monde parallèle, où chaque souffle d'air, chaque bruissement de feuilles semble murmurer des légendes oubliées. Ce que j'ai découvert, ce que j'ai vu là-bas, ça m'a changé à jamais. Vous me direz peut-être que tout cela n'était que des hallucinations, que ce ne sont que des mythes. Mais vous n'êtes pas allé là-bas. Vous ne savez pas ce qu'il se cache vraiment dans ces terres interdites. J'ai débarqué dans l'Amazonie brésilienne il y a quelques années, à la recherche de l'inexplicable, de ce qui échappe à la compréhension rationnelle. C'était une mission au départ pour documenter des phénomènes étranges, des disparitions mystérieuses, des rencontres bizarres, mais ce que j'ai trouvé allait bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Tout a commencé près de la rivière Purus, dans une région reculée de l'Amazonie. On parlait depuis longtemps de ces momies retrouvées dans des tombes oubliées depuis des siècles, cachées sous des couches de végétation dense et de terre humide. Certains disaient qu'elles étaient très anciennes, datant de milliers d'années, tandis que d'autres affirmaient qu'elles étaient bien plus récentes. Elles avaient été retrouvées dans des positions étranges, parfois recroquevillées, parfois assises, comme si elles attendaient quelque chose. Les scientifiques avaient du mal à dater précisément ces corps. Et à mesure qu'on les étudiait, une question persistait. Pourquoi ces momies étaient-elles si bien préservées dans un environnement aussi hostile ? Je me suis aventuré avec un groupe d'explorateurs et d'archéologues en quête de réponses. Dès notre arrivée, dans la forêt, une sensation étrange m'a saisi. Ce n'était pas la chaleur humide, ni les bruits des insectes ou des animaux, c'était quelque chose de bien plus profond. C'était comme si la forêt elle-même nous observait, nous attendait. En nous enfonçant dans la jungle, nous avons trouvé ce que nous cherchions. Une série de momies parfaitement conservées, dans des tombes en pierre. Ce qui nous a frappé, ce n'était pas seulement leur état de préservation, mais les symboles gravés autour des tombes. Des formes géométriques, des motifs qui semblaient représenter des étoiles, des constellations, des symboles que même les chercheurs les plus expérimentés n'arrivaient pas à déchiffrer. Ces momies semblaient venir d'une époque bien antérieure à toute civilisation connue dans la région.
Mais le plus déroutant, c'était qu'elle portait des objets en métal, quelque chose que les peuples amazoniens n'étaient pas censés connaître à cette époque-là. Est-ce que ces anciens habitants avaient des contacts avec des civilisations perdues, ou bien y a-t-il une autre explication, plus sinistre? Le mystère s'est encore épaissi quand nous avons trouvé des artefacts étranges autour des momies, des poteries, des statuettes, mais aussi des pierres gravées de symboles inconnus. Cela nous a conduit à une autre découverte inquiétante. Les cercles de Caltxoene. Nous avons entendu parler de ces cercles de pierre non loin de notre campement. Ce n'étaient pas des simples formations naturelles, mais des constructions humaines, sans doute très anciennes. Les cercles étaient parfaitement alignés avec le nord magnétique, comme si les anciens habitants avaient eu une connaissance précise des astres. Ce genre de précision n'existe pas dans les cultures précolombiennes connues. En explorant les cercles, j'ai eu l'impression d'être observé et j'ai même cru voir des silhouettes, comme des ombres dansantes autour des pierres, et j'ai senti un froid glacial traverser mon dos, un frisson inexpliqué. Les cercles de Caltxoene, selon certaines légendes locales, seraient des points d'accès vers un autre monde. Un lieu où les esprits des anciens se rassemblent, mais qui étaient donc ces anciens? Pourquoi ont-ils choisi ces lieux pour ériger leur mystère? Nous n'avons jamais eu de réponse claire. Les seules certitudes que nous avons eues, ce sont les légendes locales, que ceux qui s'aventuraient trop loin dans ces cercles disparaissaient, qu'ils étaient engloutis par la forêt. Mais le pire dans toutes ces découvertes était encore à venir, malheureusement. Le mystère de Santo Daima, un village où l'ayahuasca, cette plante au pouvoir hallucinogène, est utilisée pour des rituels spirituels profonds, a attiré notre attention. Les guérisseurs locaux parlent de visions intenses, de voyages dans d'autres dimensions et de rencontres avec des entités non humaines. L'ayahuasca, aussi connue sous le nom de reine des plantes, est une concoctation à base de plantes que les peuples indigènes utilisent depuis des siècles pour se connecter avec le monde des esprits. Un soir, après une cérémonie où l'ayahuasca m'avait été administrée, j'ai vu des choses que je ne peux expliquer. Ce n'était pas comme un simple rêve ou une hallucination, mais une vision profonde de la forêt elle-même, qui semblait s'ouvrir sous mes yeux. J'ai vu des silhouettes humaines, des visages anciens tout autour de moi et des voix qui me parlaient dans une langue que je ne comprenais pas. Mais étrangement, tout cela résonnait dans mon esprit avec une clarté si étrange. C'était comme si les esprits des anciens nous observaient, comme si cette forêt était leur royaume et nous n'étions que des intrus. Le plus étrange, c'était qu'après cette expérience, tout semblait plus clair, mais aussi plus menaçant. Les visions m'ont poursuivi jour après jour, des ombres dans la forêt, des murmures qui me parvenaient dans le vent. Comme si à travers l'ayahuasca, j'avais franchi un seuil, une porte vers quelque chose de bien plus sombre, de bien plus lointain que ce que mon esprit aurait pu concevoir. Certaines personnes au village m'ont averti. « Ne va pas trop loin », m'ont-ils dit. « Les esprits ne pardonnent pas l'intrusion. » Mais je n'ai pas écouté. Ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti me hante encore aujourd'hui. Et je ne suis pas le seul à en parler. D'autres voyageurs, d'autres chercheurs ont disparu après avoir ingéré l'ayahuasca dans cette région. Certains parlent de visions si puissantes qu'elles ont brisé l'esprit de ceux qui les ont vécues. D'autres affirment avoir vu des entités non humaines, des créatures de l'ombre surgissant de la forêt. Mais personne ne revient jamais pour confirmer ou infirmer ces histoires. Les mystères de l'Amazonie sont bien plus profonds et plus anciens que ce que nous pourrions l'imaginer. Les momies, les cercles de Caltxoene, Santo Daima et l'ayahuasca, tout est connecté d'une manière que nous ne comprenons pas. Mais une chose est sûre, cette forêt, cette terre est plus qu'un simple lieu. C'est un monde parallèle, un royaume d'esprit, un espace où l'invisible et le visible se confondent. Et ceux qui osent en percer les secrets risquent de s'y perdre, et ça, jamais. Je suis rentré, mais les visions ne m'ont jamais quitté. Chaque fois que je ferme les yeux, je sens encore cette présence, une présence venue de l'au-delà. Une présence qui, j'en suis convaincu, attend que je revienne pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je n'ai jamais été un homme à croire aux légendes, aux histoires racontées au coin de feu, mais tout ça, ce que j'ai vu cette nuit-là à Colares, dans ce coin reculé de l'Amazonie, m'a changé à jamais. J'ai essayé d'oublier, de rationaliser ce que j'ai vécu, mais rien ne fonctionne. Alors je voudrais vous partager ça. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois ces lumières dans le ciel et je me demande encore si j'ai vu ce que j'ai vu, ou si tout cela n'était qu'un cauchemar.
C'était en 77 pour ma part, exactement, un mois d'août, particulièrement humide. J'étais un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, travaillant dans une ferme à l'extérieur de Colares. Ce n'était pas vraiment du coin, mais l'isolement de la région m'avait attiré. C'était un endroit paisible, loin des bruits de ville. Pourtant, il y avait quelque chose de curieux qui flottait dans cette terre. Des rumeurs circulaient, des histoires sur des lumières étranges, des apparitions, des phénomènes bizarres. Les vieux du village en parlaient à peine, à voix basse, leurs yeux pleins de crainte et personne n'osait vraiment en parler finalement. La peur était plus forte que la curiosité. Puis un soir, tout a changé. Je me souviens qu'il faisait chaud ce jour-là, la chaleur collante de l'Amazonie. Les gens du village s'étaient rassemblés dans les rues, murmurant entre eux, jetant des regards nerveux vers le ciel. C'est là que j'ai vu pour la première fois cette lumière. Elle était là, flottant au-dessus de la forêt, brillante et vive. Ce n'était pas une étoile ni un avion, non. C'était différent. Une lumière rouge, presque surnaturelle, qui pulsait comme si elle respirait. Elle bougeait lentement, puis se figeait, et recommençait à se déplacer. Tout le monde la regardait, pétrifié. Des bruits se sont alors fait entendre. Des murmures, des exclamations. Quelques-uns ont crié qu'il s'agissait de quelque chose d'extraterrestre. D'autres, les plus jeunes comme moi, pensaient que c'était juste un phénomène naturel, une sorte d'illusion. Mais il y avait une vérité dans les yeux des plus vieux, une vérité qui glaçait le sang. Le lendemain, il y a eu plus de témoignages. Des gens venaient de la campagne, des villages voisins, tous avaient vu ces lumières, mais il y avait aussi d'autres choses. Des choses bien plus sombres, des bruits étranges, des éclats de lumière qui semblaient brûler tout sur leur passage, des brûlures sur la peau, des gens qui se sentaient mal et qui tombaient malades, comme si cette lumière avait un effet direct sur eux. Et les animaux, les chiens, les chats, ils disparaissaient sans explication ou revenaient dans un état de panique totale. Un soir, l'horreur a frappé. Il était tard, la nuit tombait lentement, et nous étions tous rassemblés à l'extérieur pour tenter de percer ce mystère. Et c'est alors que je l'ai vue. Une silhouette floue au début, à peine visible dans l'obscurité, puis lentement elle est devenue plus claire. Ce n'était pas un homme, pas une bête, c'était une forme, une silhouette étrange qui semblait se mouvoir sans effort, glissant simplement dans l'air. Elle portait une sorte de lumière autour d'elle et je me suis retrouvé paralysé, incapable de détourner le regard et mon cœur battait la chamade. D'un coup, il y a eu un éclair de lumière, comme un faisceau intense, qui a frappé un arbre près de nous et le sol a tremblé. Des gens ont crié, nous nous sommes tous précipités dans la direction opposée, fuyant cette lumière. Mais ce n'était pas fini, non. Cette silhouette étrange et cette lumière rouge nous suivaient finalement, comme si elles nous traquaient. Elles se déplaçaient au-dessus de nos têtes et se réorientaient à chaque mouvement que nous faisions, chantant encore la voix paniquée des gens autour de moi, les respirations haletantes. Je suis allé me cacher, je me souviens d'avoir trouvé un abri dans un vieil entrepôt. C'est là que j'ai entendu des bruits de pas, mais étranges, comme si quelque chose de non humain se mouvait dans la pièce d'à côté. Et puis un cri strident que je n'oublierai jamais. Un cri humain mais déformé, presque surnaturel. Quelqu'un ou quelque chose avait été pris dans cette lumière, comme absorbé par elle. Au matin, il n'y avait plus de traces de ce que nous avions vécu, plus aucune lumière dans le ciel. Et les gens du village, ceux qui étaient là, avaient changé. Certains avaient disparu, d'autres avaient des brûlures profondes sur la peau, comme si un rayon intense les avait frappés. Des témoins avaient vu des ombres se déplacer dans la forêt et l'air semblait différent, comme chargé d'une énergie inquiétante. Les autorités ont mené une enquête, évidemment. Mais rien n'a jamais vraiment été éclairci. Ils ont parlé de phénomènes naturels, de météorites, de ballons stratosphériques, mais personne ne croyait à ces explications. Les témoins ne se sont pas tus. Ils ont parlé de créatures, de lumière et même de disparitions. Ils ont parlé d'une présence dans le ciel, une forme qui se déplaçait parmi les étoiles. Je suis parti de Colares peu après et des souvenirs que je ne pourrai jamais effacer rôdent encore dans ma mémoire.
Je ne sais pas ce que j'ai vu là-bas, mais ce que je sais, c'est que ce n'était pas simplement un phénomène naturel. Ce n'était pas juste des hallucinations collectives, il y avait quelque chose de plus. Quelque chose de plus ancien, de plus sombre, d'inimaginable. Colares n'est plus la même depuis cette nuit-là. Il reste des traces dans l'air, dans les regards des gens, des histoires murmurées, des mystères qui flottent toujours autour de ce village, et moi je n'arrive toujours pas à trouver de réponse. Mais une chose est certaine. Colares a été un endroit où le ciel s'est ouvert et où nous avons vu quelque chose d'inimaginable. Et je ne sais pas si nous devrions être heureux d'avoir survécu ou effrayés de ce que nous avons vu. Je n'oublierai jamais cette époque. La chaleur étouffante du Sertao qui nous brûlait la peau, la poussière fine qui se collait à nos visages et surtout le bruit des fusils. Le cri de la guerre, je me souviens de chaque instant comme si le passé refusait de me lâcher. La guerre de Canudos. Une guerre qui n'a jamais vraiment eu de sens, mais qui m'a laissé marqué à tout jamais. J'étais jeune à l'époque. Un gamin perdu au milieu de l'immensité du Sertao. Tout a commencé avec un homme, Antonio Cancelleiro. Ce nom, il est gravé dans ma mémoire, bien qu'à l'époque je ne savais pas encore qui il était vraiment. Ce que je savais, c'était qu'il avait une étrange aura. Il était un prêtre, un mystique, un homme qui parlait comme un prophète, qui prêchait la fin du monde et l'arrivée d'un royaume divin, mais son royaume à lui, c'était Canudos. Ce village isolé, au cœur de la terre brûlée, loin des regards et des mains des puissants. Au début, ils nous ont dit que c'était juste un homme fou, un charlatan, que ses partisans étaient des fanatiques, mais moi, je n'étais qu'un enfant et je les voyais, ces hommes qui suivaient Cancelleiro. Ils ne nous semblaient pas fous, non? Ils étaient juste des gens perdus, certes, des âmes sans direction dans un monde qui ne leur laissait aucune place. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, tous unis par un même rêve, celui d'une vie meilleure. Un refuge dans un monde qui les avait jusqu'alors oubliés. Leur visage était marqué par la pauvreté, par la souffrance, mais dans leurs yeux, il y avait quelque chose d'autre, de l'espoir. Ils croyaient en lui, en ses promesses, et Canudos est devenu leur abri, leur forteresse en quelque sorte. Mais le gouvernement, lui, n'a pas vu un abri, non. Il a vu un défi, un affront même. Il pensait qu'un homme comme Cancelleiro, avec ses idées révolutionnaires, ne pouvait pas exister dans un Brésil encore en train de se forger. Ce qui devait être un simple village d'agriculteurs est devenu un symbole de résistance et un foyer d'opposition. Le gouvernement ne pouvait pas tolérer cela. Non. Je me souviens de la première expédition envoyée pour détruire Canudos. L'armée brésilienne pensait que ce serait facile, ils nous sous-estimaient. Nous étions un petit village au cœur du Sertao, après tout. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que Canudos n'était pas un simple village, c'était une forteresse, bâtie sur la foi, la volonté de ceux qui s'y étaient réfugiés. Et quand ils sont arrivés, les soldats ont rencontré une résistance qu'ils n'avaient pas prévue. Et c'est là que la guerre a commencé. Dès les premiers assauts, ils ont été repoussés. Ce n'était pas la guerre que l'armée attendait, non, c'était bien plus que cela. C'était un affrontement où les faibles se battaient contre les forts, mais les faibles avaient la rage. Ils se battaient pour leur liberté, pour leur foi, et Canudos n'est pas tombé lors de ces assauts. Le gouvernement ne s'est donc pas arrêté là, non. Ils ont envoyé plus d'hommes, plus d'armes, ils voulaient écraser cette rébellion, mais Canudos, malgré tout, tenait bon. Et chaque assaut, repoussé par les hommes de Cancelleiro, par les femmes et les enfants, renforçait la légende. Mais à quel prix? Je me souviens de la deuxième expédition. Un carnage. L'armée revenait, plus nombreuse, plus déterminée, mais cette fois, ils étaient prêts à tout. Et ils ont pris d'assaut le village, dans une explosion de violence. Les combats étaient d'une brutalité indescriptible, les bruits des fusils, les cris des blessés, les explosions. Une guerre dans le chaos. Je n'étais qu'un enfant, mais j'ai vu des choses que l'on ne devrait jamais voir, même une fois adulte. Des hommes tomber, des femmes se battre, des enfants fuir ou mourir sous les balles. Je me souviens des débris des maisons, des corps traînant dans la boue, et au centre de tout cela, il y avait Cancelleiro. Il ne fuyait pas, il ne se cachait pas, il se tenait là, comme un roc, guidant ses partisans, les exhortant de tenir bon. Mais la fin est arrivée. La troisième expédition a été la plus dévastatrice. L'armée brésilienne était implacable.
Ils avaient compris que pour écraser Canudos, il leur fallait tout anéantir. Tout. Ils ont alors encerclé le village. Les hommes, les femmes, les enfants, il n'y avait pas de distinction. Tous ont été tués sans pitié. Ceux qui ont survécu ont été capturés, puis torturés. Et à la fin, même le symbole de la résistance, Antonio Cancelero lui-même, est tombé. Je ne sais pas exactement ce qu'il est devenu, non. Certains disent qu'il a été tué lors de l'attaque finale, d'autres racontent qu'il a fui dans la montagne et qu'il est mort seul. Mais ce que je sais, c'est que Canudos est tombé et avec lui, la résistance s'est effondrée. Les survivants ont été emmenés. J'ai survécu, mais les autres... certains ont été emprisonnés, d'autres exécutés. La terre de Canudos est devenue silencieuse, un cimetière pour les espoirs brisés. Mais Canudos n'a jamais été oublié, non. Il est devenu un symbole, pas un symbole de rébellion, mais de résistance. Ces gens, ces hommes, ces femmes se sont battus pour un rêve, ils ont résisté à un pouvoir plus grand qu'eux, et dans leur défaite, ils ont trouvé une forme de victoire. Leur sacrifice, leur lutte, tout cela fait partie de l'histoire du Brésil. Et malgré tout ce qui s'est passé, malgré la violence, il y a quelque chose de magnifique dans leur combat. Je me tiens aujourd'hui sur les ruines de Canudos, sur cette terre où tant d'histoires ont été écrites dans le sang. Les ventes de la terre ont englouti toutes ces histoires, mais elles résonnent encore comme un écho dans la montagne. Et je me demande si tout cela n'a pas été vain, si leur lutte avait changé quelque chose, même dans la défaite. Peut-être que finalement, la guerre de Canudos n'est pas vraiment terminée. Peut-être qu'elle continue à travers nous, dans nos luttes et dans notre désir de résister.